Et maintenant, c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'épisode numéro 11 de notre série consacrée aux élections en Colombie. Une série que, en fait, nous avons lancée il y a un an avec Humberto de la Calle. Tous les épisodes sont disponibles sur notre site web et notre chaîne YouTube. Le thème d'aujourd'hui est Colombie, les réalités économiques et les choix politiques d'aujourd'hui. Nous sommes à 2 semaines de la passation de pouvoir et la conversation portera sur l'état de l'économie colombienne et sur les décisions de politique économique qui attendent les gouvernements entrants. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir notre panel de prestige. Pour commencer, nous donnons la bienvenue à José Ignacio Lopez, directeur exécutif de l'ANIF, l'Association nationale des institutions financières, et ancien directeur exécutif de la recherche économique des Corfi colombiennes. Bienvenue à toi. Nous avons aussi avec nous Carolina Soto-Lozada, ancienne co-directrice de la Banque de la République et ancienne vice-ministre des Finances et du Crédit public de Colombie. Bienvenue, Carolina. Et nous avons ici le plaisir de donner la bienvenue à José Antonio Ocampo à nouveau, 2 fois ministre des Finances du Crédit public de la Colombie et professeur à l'Université Columbia à New York. Bienvenue, docteur José Antonio Ocampo. Merci beaucoup. La conversation d'aujourd'hui sera co-animée par Ben Jedan, Senior Fellow et directeur du programme pour l'Amérique latine du Stimson Center, et par Ken Frankel, notre président du Conseil canadien pour les Américains. Merci Ben et merci au Stimson Center pour sa collaboration dans le cadre de cette série. Un plaisir. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Ken. Ken, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Martha, et bienvenue à toutes et à tous, surtout bienvenue aux panélistes. Merci pour être là avec nous toutes et tous. Je pense que le point de départ pour aujourd'hui est comprendre où nous nous trouvons maintenant. Maintenant, avant de passer dans la série de lacunes et des crises actuelles, on peut se demander quels sont les avancements que nous avons vus dans les derniers 4 ans. Et je mentionne cela en disant que on peut mentionner, par exemple, le plan budgétaire, le plan productif du marché du travail, de l'inégalité. Et en parlant justement du plan budgétaire, j'ai le plaisir de passer la parole à José Antonio. Merci beaucoup, Ken, et c'est un plaisir d'être ici avec vous toutes et tous sur ces forums, sur ces panels. Par rapport au plan budgétaire, nous pourrions dire que au tout début, le gouvernement, quand j'étais en charge en tant que ministre d'impôt de Hacienda, comme on le dit en Colombie, donc ministre des Finances, l'inflation était au 12,5%. Donc, on parlait du prix du carburant et on commençait avec ce gouvernement et on en parle de juin 2023. On faisait que partiellement les soutiens économiques envers l'inflation et la situation des prix de carburant. Et avec la réforme tributaire de 2022 qui s'ajoute à une décision déjà prise par le gouvernement en 2021, voilà, ces deux ajustements ont eu un effet positif sur les finances publiques et nous nous trouvons donc en 2023 avec cette situation, mais à partir de cela, on a vu un détériorement significatif des finances publiques et je pense qu'aujourd'hui, on se trouve justement dans une des pires crises fiscales et tributaires de l'histoire de la Colombie. Nous avons un déficit maintenant que la règle fiscale estime autour d'un 7% du PIB. Et en fait, dans les statistiques de comparaison de CEPAL, c'est le pire déficit de l'Amérique latine aujourd'hui. Et en plus, nous parlons d'une dette publique qui monte maintenant au 60% du PIB selon les comités, qui est en fait plus haut que la dette publique pendant le COVID. Et donc, dans le contexte latino-américain,
nous nous trouvons dans un niveau intermédiaire. Bien sûr, nous avons des pays avec une dette majeure, le Chili, le Pérou, entre autres, mais en termes de problèmes de dette des finances publiques, voilà, nous sommes au niveau intermédiaire. Bien sûr, nous avons des cas euh, pires, hein, comme l'Argentine, le Brésil ou le Venezuela. Maintenant, la raison de ce déclin est l'augmentation de l'expense, des dépenses de fonctionnement. 4 points ont augmenté par rapport au PIB si on compare cela à la décennie 2010 avant le Covid. De l'autre côté, la inversión pública sí se ha rezagado significativamente l'investissement y eso public habla a de la changé et a en fait atteint un niveau assez bas podemos hablar et más cela entre dans la liste des de algunos facteurs temas, por ejemplo, significatifs. Nous con pouvons bien respecto sûr a mentionner digamos, de los cargos públicos, del gasto público l'augmentation que ha sido bastante considerable des en un salaires des autorités 2%. des Y fonctionnaires exceptuando lo que publics, en de el charges 2024 de position de se travail logró public. En estabilizar 2024, nous avons vu un déclin gracias tributaire, a esta budgétaire dinámica de significatif. crecimiento José Ignacio, económico est-ce que nous avons des avancements avant de con parler de déficiences, de cargos lacunes? Est-ce que nous avons des avancements à yo mentionner? creo que ha OK, bah, je habido pense qu'en avances, termes pero en realidad budgétaires et es difícil tributaires, je pense qu'il y a eu des avancements, mais c'est quand même mantener difficile de maintenir un un optimisme, comme optimismo Antonio le porque dit. Et además cela, bah, parce el que déficit en plus estructurales du déficit en los últimos años structurel, dans les tomados dernières a nivel années, gobierno, a nous nivel avons pris des nacional, se han tomado décisions à medidas niveau estructurales. national Simplemente qui para ont ponerlo aussi por ejemplo, entender el attaqué à niveau sector structurel. vamos a En decirlo así, 2024-2025, que il y a eu des implica sanctions permanentes sur des del lois PIB qui impliquent des y que dépenses hacen esto permanentes sur le económico PIB. más Et problemático cela a créé en la medida que se plus de incrementan las problèmes dans le exacerbadas système más tributaire rigideces tout en estructurales. exacerbant les problèmes Por de ejemplo, la rigidité en un punto budgétaire. histórico en el país, que fue el acto legislativo de L'acte apostar por una législatif, mayor descentralización, donc una descentralización que no vouloir permita une meilleure convertir la República décentralisation, qu'on Financiera pense en être une forma bonne idée pour le pays, mais la por forme dans laquelle taxes on applique cela que no est sean très complexe ambientales, parce que si on on digamos, n'arrive pas à créer une bonne loi, une loi forte, equilibradas, que et si elle n'est pas vamos a tener más, perfectionnalisée, on más va souffrir dificultades. plus et on va Lo arriver que à un hoy, nouveau hoy en día se niveau presenta de es un rigidité problema de tributaire. déficits estructurales La Colombie, maintenant, fait en face la à des mejora problèmes fiscal, de déficit con fiscal una, tributaire un avec un petit marge de manœuvre endeudamiento, José Antonio ya lo et mencionó, aussi la dépense de fonctionnement. tenemos Comme un José fuerte Antonio vient de le dire, je ne vais pas le déficit en este répéter, mais momento bien sûr, nous avons eu en la une economía augmentation y con importante unas cifras de inversión que no parecen avec des necesariamente chiffres d'investissement en qui n'a materia pas des gros multiplicateurs en termes de croissance. por Et todas las cela est situaciones que inquiétant hemos aussi tenido. parce que, bien En sûr, una situación fiscal apretada uno dans quiere une situation obviamente fiscale proteger la economía, fermée, nous voulons apoyar promouvoir la inversión, l'investissement, mais en este beaucoup gobierno d'opportunités d'investissement digamos, dans la ces mayoría gouvernements de ont proyectos été pequeños fragmentés dans incluso petits projets con baja ou ejecución, même pues no están teniendo un efecto, digamos, multiplicador de crecimiento en económico. déclin. Donc, Entonces, l'effet esta multiplicateur, comme vous medida voulez, n'est no pas en train de se permite passer. al C'est pour ça, gobierno au moment, la tener una situation est medida assez como complexe. estímulo si se Nous quiere, avons eu y es la apreciación un del peso colombiano petit que hace que las aide qui noticias est sean buenas noticias. l'appréciation Solo el du año pasado, pesos colombien qui un tipo de cambio redujo améliore la considerablemente el situation peso. Esto a final tributaire. de año podría Donc, le peso sumar colombien a augmenté d'une precisamente pouvoir de otra 3%. Donc, calificación peut-être le gouvernement va montrer bastante, cette statistique buena en términos et comparativos, ces pero séries de données qui est podría assez estar positif en termes parte comparatifs. Mais provocando bien una sûr, apreciación del tipo de tout cambio cela y est tout l'amélioration est soutenue par digamos, a factores la externos con una situación fiscal l'appréciation du pesos colombien qui répond à des conditions generando externes, déficits mais estructurales avec un y poids con fiscal qui niveles continue à gérer des déficits digamos, structurels bastante bajos dans un para niveau de poder flexibilité enfrentar. assez Entonces yo creo réduit que pour pouvoir no, attaquer si cette cabe mencionar un situation poco tributaire. Donc, bien sûr, nous algunos pouvons críticos parler incluso una de las cosas más importantes que fue la de reducción certains problèmes de budgétaires, subsidios a entre autres combustibles, la particularmente réduction los combustibles, de la subvention pero du prix du finalmente esta carburant. reducción que es estructural no ha Mais à la resolvido base, nous avons un problème structurel. Ce n'est pas la faute finalmente pues que au hemos gouvernement tomado, Petro, mais no les han décisions logrado qui ont hacer été frente a prises la situación n'ont estructural y pas eso pu es aider le problème structurel. Et ça, c'est un peu ce que la nouvelle administration va Entiendo. recevoir de la Gracias, prochaine. Ignacio.
Excellent. Merci beaucoup, José Ignacio. Carolina, j'aimerais passer à d'autres aspects de de ce message, de cette situation difficile. Et nous savons que nous avons des problèmes de l'extérieur, comme des problèmes dans le chaîne d'approvisionnement, les résultats de la guerre d'Iran aussi, mais aussi l'inflation, l'augmentation du salaire minimum. Donc, comment est-ce que vous voyez tout cela dans un champ d'application plus vaste? Quel va être ce que le président élu va recevoir dans 2 semaines? Ben, avant tout, merci beaucoup. Avant de répondre spécifiquement par rapport surtout au prix, j'aimerais retourner à la question en arrière par rapport aux avancements fiscaux. Moi, je pense franchement que ce gouvernement nous donne un bilan qui a quand même des indicateurs, pas mal d'indicateurs positifs au court terme. Par exemple, on continue à croître lentement, mais l'économie est en train de s'écroître vers une meilleure récupération. L'emploi est à un niveau vraiment bas, à niveau historique. Le chômage est bas aussi. La confiance du consommateur a été en train d'être récupérée depuis 2024. C'était quelque chose qu'on ne voyait pas dans la dernière décennie. Aussi des indicateurs sociaux de pauvreté. Nous avons vu une augmentation significative si on compare cela avant la pandémie. Et nous avons aussi vu une réponse institutionnelle solide au niveau institutionnel. Et nous savons que les contrepoids ont fonctionné. Maintenant, sur le plan budgétaire spécifiquement, au-delà de l'effort incroyable dans l'élimination de la subvention du carburant, bien sûr, les autres n'étaient pas capables de faire cela, mais j'aimerais souligner un autre élément budgétaire avec le soutien du gouvernement. Cela aussi s'est passé, s'est déroulé et cela a été la consolidation de comités autonomes. Bien sûr, cela a été consolidé en 2021, mais en 2022-2023, les opérations ont commencé avec la gestion des personnes en charge du comité. Tout cela a eu de bons effets. Cela a été une voie fondamentale dans l'analyse budgétaire et récemment, les CARF a aussi une projection différente. Donc, ça, c'est la partie positive. Et bien sûr, nous allons parler des défis aussi. Maintenant, si on entre directement par rapport à cette thématique des prix, voilà, l'inflation continue à être une préoccupation. C'est un des indicateurs les plus inquiétants. L'inflation était en train de se réduire depuis 2023, qui était vraiment haute. On est arrivé aux 5% à la fin de 2024 et à ce moment-là, l'inflation s'est arrêtée. Et maintenant, on commence à nouveau à augmenter, à voir l'inflation augmenter dans les temps. Nous avons vu que la dette est externe au gouvernement, que cela se doit à la guerre d'Iran, au problème de demande-offre. Mais la guerre a commencé le 28 février de cette année, mais les prix étaient en train d'augmenter bien avant cela. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la thématique des prix? Ben, nous avons une tendance à l'augmentation, qui est inquiétant, bien sûr. Une partie de cela est bien sûr liée au changement climatique, les exacerbations des prix de carburant à cause de la guerre d'Iran, mais aussi cela vient depuis avant et cela est par rapport à l'augmentation du salaire minimum et d'autres composantes aussi. Mais nous savons que nous nous trouvons face à une situation complexe en termes d'inflation. Et heureusement, nous avons le Banque de la République, il est indépendant et heureusement cela, il cherche des mesures nécessaires pour maintenir une stabilité des prix. Oui, peut-être, José Antonio, tu aimerais parler un peu plus par rapport à la thématique de l'inflation, de la maison d'intérêt, de taux d'intérêt, comme Carolina l'a mentionné, cela va être un élément important dans l'économie du premier trimestre du nouveau mandataire. Comme Carolina vient de le dire, justement, l'inflation n'a arrêté de tomber et elle a commencé à monter cette année. C'est un débat vraiment complexe par rapport aux facteurs causants, mais bien sûr, nous avons
d'un côté des facteurs internationaux associés à la guerre dans le Moyen-Orient et nous avons même un nouveau risque qui commence à être aperçu, qui est le phénomène du Niño. C'est un phénomène climatique qui va impacter la production agricole. Et avant cela, bien sûr, la guerre du Moyen-Orient et la demande de l'offre. Donc, nous avons des facteurs indicatifs, mais le taux d'inflation a augmenté un point pourcentage et les banques de la République a décidé de l'augmenter sur les 2 points pourcentage, donc 5 points pourcentage de différence. Donc, nous pouvons débattre par rapport au possible fait de considérer cela comme un, une cause à effet, mais bien sûr, il s'agit d'une situation inquiétante qui va impacter tout secteur économie. La dette du pays va bien sûr augmenter dans l'accroissement de l'inflation. Curieusement, ceci a été sujet de pas mal de débats du gouvernement de la République. Le président a déclaré que le coût de la dette externe a aussi augmenté, mais cela est totalement faux. En fait, en décembre 2023, les taux d'intérêt du Banque de la République avaient un autre type d'intérêt. Et si on compare cela avec les TES, c'est un acronyme en espagnol qui veut dire titre du Trésor colombien, les obligations d'État, avaient un taux d'intérêt différent. Donc, l'expectative de l'inflation a augmenté la dette publique. Donc, maintenant, tous les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, mais de forme curieuse, je vous dis que un sujet qui, je pense, réfléchit vraiment la confiance par rapport à la possibilité des mesures correctes. En fait, les taux d'intérêt du test de l'obligation d'État sont en train de diminuer. C'est la première fois qu'elles diminuent. Donc, par rapport aux obligations d'État, cela a diminué à un point pourcentage, ce qui n'est pas le cas sur le reste des taux d'intérêt. Donc, la dette publique dépend de la confiance, de l'expectative, de la gestion tributaire, budgétaire du gouvernement. On était sur les positifs et on va voir si cela continue à être positif parce que ça va dépendre des positions et des décisions du prochain gouvernement. Brièvement, José Antonio, qu'est-ce que vous anticipez par rapport aux décisions futures du nouveau président et des décisions des mesures budgétaires? Nous avons vu dans les dernières années des problématiques avec les présidents Petro. Comment est-ce que cela va être résolu? Ben, en soi, les personnes nommées par les gouvernements sont déjà là depuis 2 ans et demi. Donc, les personnes du conseil d'administration indépendant sont les mêmes personnes. Nous savons que les banques de la République, elles les mêmes. Donc, ce qui change, effectivement, les ministres fiscales. Donc, il s'agit maintenant d'un, d'une mesure par rapport aux ajustements. Merci beaucoup. Une autre thématique sur laquelle je veux arrêter un petit moment est le sujet de la pauvreté. Donc, le gouvernement dit qu'ils ont réduit la pauvreté pour 4 millions de personnes approximativement et ils ont fait sortir 2 millions de personnes de la pauvreté extrême. Il y a 2 semaines, nous avons vu une analyse publiée par rapport à différents facteurs qui parlent
et mentionne cette situation, si effectivement ces chiffres sont réels ou pas. Est-ce que vous voulez nous offrir un petit commentaire par rapport à cela, voir si nous avons effectivement un avancement par rapport au niveau de pauvreté en Colombie? Oui, effectivement, c'est une question extrêmement intéressante et je pense que ces débats continuent à être extrêmement actuels. Nous avons des indicateurs qui apparemment sont trop positifs, trop bons, et on est en train de se demander comment on réussit à arriver à ces indicateurs. Bien sûr, nous avons eu un effet de réaction par rapport aux pandémies de COVID. La Colombie a un marché de travail caractérisé par l'informalité et c'était vraiment difficile de protéger le travail informel dans la situation du COVID, la pandémie, les lockdowns. Donc, je répète, cela est le gouvernement a essayé de faire un réseau de protection sociale, mais bien sûr, euh, c'est difficile de le faire en termes de travail informel et donc cela a un peu montré la détérioration de la pauvreté. Et avec Gustavo Petro, nous avons vu des avancements importants par rapport au niveau de pauvreté. Je pense que ça c'est la meilleure des nouvelles que nous pouvons mentionner par rapport au travail des dernières années du gouvernement. Maintenant, nous avons des niveaux de difficulté par rapport au gouvernement Petro. Il voulait créer un réseau de protection plus vaste, mais les chiffres ne montrent pas que cela a été associé à que la réduction de la pauvreté s'associe à ce type de programme social, parce que nous voyons maintenant des augmentations de postes de travail. Donc, peut-être argu- cet argument est plus intéressant parce qu'avec l'augmentation du salaire minimum, le chiffre de pauvreté ne montre pas encore l'augmentation de 24%, mais nous avons déjà eu une séquence des résultats importants en termes réels. Donc, nous pouvons dire que fait partie de la responsabilité du gouvernement, mais où dans les pays où nous avons des gros problèmes de travail informel, cela n'est pas tellement représentatif. Il y a beaucoup d'hypothèses qui compètent par rapport à comment expliquer l'augmentation des revenus la, du travail des Colombiens. Notre hypothèse, l'hypothèse dans laquelle nous pensons que nous pouvons trouver pas mal de réponses est que nous commençons à bouger vers l'économie des services. C'est une économie intensive en termes de main-d'œuvre et bien sûr, c'est un marché de travail plus résilient. Une partie de cette explication, ça ne la complète pas, mais ça explique partiellement pourquoi dans les derniers quadrilles, dans les derniers trimestres, nous avons vu un changement dans la création d'emplois. L'économie est en train de croître, mais pas à des niveaux extraordinaires. La Colombie reste entre le 2,5 et les 3% d'augmentation, mais pas plus que ça. Donc, nous avons une explication, mais elle n'est pas la seule par rapport à comment nous voyons des changements dans les chiffres de pauvreté. Un autre élément important, pas juste au niveau macro, mais aussi dans la thématique de l'augmentation de pauvreté. Bah, nous savons que en Colombie, nous voyons maintenant des chiffres de 2 000 millions de dollars annuels. Nous savons que ces chiffres ne partent pas envers les euh, noyaux familiales plus pauvres. Donc, nous savons qu'il y a des changements, mais en même temps, il y a des éléments importants dans ce débat qui continue à être ouvert. Mais je pense que cela est une des nouvelles les plus importantes. Nous avons pu, sans trop croître, et nous pouvons penser à croître plus, mais nous avons quand même amélioré les chiffres de pauvreté, qui est bien sûr un des complexités plus importantes du pays. Merci, José Ignacio. Est-ce que Caroline, vous avez quelque chose à dire par rapport à cela? Oui, je veux ajouter quelque chose par rapport à ce que José Ignacio vient de nous dire. Effectivement, la structure de l'offre de la production de la Colombie a changé depuis et continue à changer depuis un petit moment. Comme José le dit, le secteur de services a plus de relevance, mais pas juste là. Il s'agit maintenant du secteur principal qui génère des revenus en Colombie. Il y a une décennie,
les secteurs secondaires, donc l'industrie, la minerie, étaient le 26% du PIB. Et les secteurs de services, même avec l'administration publique, avaient un poids de 16% dans le PIB. Et je pense que dans les derniers 10 ans, ces chiffres sont partis à l'envers. Et donc, le poids euh, majeur est un secteur de services. Le service, maintenant, sont le 21% du PIB, tandis que les secteurs industriels, d'exploitation minière, des constructions, cela n'a que le 18% de poids sur le PIB. Donc, l'économie a changé structurellement et on dépend fondamentalement des services. Nous avons donc créé cette situation de plus d'emplois, d'incorporation de la technologie, une réduction des prix de l'intelligence artificielle des motos, des smartphones. Tout cela a permis au secteur des services de prendre plus de poids, mais envers et en même temps que la détérioration du secteur secondaire, donc l'industrie. Et ça, c'est ce qui se passe normalement dans les économies les plus avancées. C'est un processus dans lequel l'industrie commence à être de plus en plus sophistiquée et à certains niveaux. C'est où les secteurs des services commencent à occuper plus de place. En Colombie, cependant, nous avons commencé à déindustrialiser des formes prématures. Donc, nous avons un grand secteur de services, mais le secteur industriel n'a pas augmenté de niveau. Et donc, c'est une thématique qui doit considérer le changement dans les structures de l'économie. Il faut considérer aussi l'augmentation des postes de travail, la réduction du chômage, mais cela partiellement grâce à la technologie. Nous avons vu une quantité de travailleurs indépendants qui ne sont pas informels nécessairement, mais qui sont connectés en ligne à d'autres réalités. Ce qu'on appelle le globotique, c'est grâce à la technologie, bien sûr, grâce à Internet et d'autres options de travail qui n'existaient pas avant. José Antonio, excellent. On va passer maintenant à parler de l'agenda du programme politique du président élu. Je veux commencer avec l'élément du programme politique économique. Nous savons que le président élu a gagné la moitié du vote et ils vont avoir un congrès vraiment fragmenté. Donc, je me demande, est-ce qu'ils vont avoir la capacité de pousser leur programme politique législatif et qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas la personnalité, le charisme politique afin d'établir les coalitions permanentes ou pas. Tout cela va être assez important pour son succès. Donc, en commençant par les annonces, tout cela est partiel, bien sûr, jusqu'à un moment, il y a eu des promesses de campagne, comme on les appelle, mais l'efficacité, l'effectivité de ce qu'il a dit, ça reste une question, surtout sur le niveau budgétaire et tributaire. Qu'est-ce qu'ils vont effectivement faire? C'est une grosse question. Les annonces jusqu'à maintenant étaient que il ne va pas y avoir une réforme budgétaire au moins au début. Je pense que cela n'est pas correct. Il devrait y avoir une réforme pour les ajustements financiers. Donc, une réforme fiscale ne va pas se passer apparemment, mais il faut quand même répondre aux demandes des corporations, des entreprises. Nous avons des gros chiffres de relative à l'existence des corporations des entreprises, mais sans une réforme fiscale, euh, si on change les taux d'intérêt, on prend les risques de créer une ultérieure détérioration. Bien sûr, nous avons, hier, en fait, le président élu a dit de couper des budgets dans l'administration présidentielle, mais il s'agit de 300 postes de travail. Donc, c'est une chiffre assez limitée, comme on peut bien le comprendre.
C'est un sujet pero complémentaire par rapport à ce que José Ignacio a dit et on dit bien sûr par rapport aux chiffres qu'on peut voir, une partie importante de l'augmentation de l'emploi est l'administration publique. Donc, euh, selon les données que j'ai vues, ils ne sont pas des données officielles encore, mais il s'agit des données équivalent à 600 000 postes de travail à niveau public avec une création d'emplois du rien de 70 000. Donc, la réduction, la production de l'emploi, l'emploi public et tout cela est lié aux chiffres majeurs. Donc, les gouvernements vont devoir couper massivement la situation et bien sûr, nous savons que la création d'emplois publics a été une manœuvre politique de campagne, mais la coupure effective qui va se passer se passe au même temps qu'on demande des ressources additionnelles dans différents secteurs. La santé, par exemple, une augmentation de 10 billions de pesos pour le budget de la santé. Nous avons en plus des paiements pas encore faits pour l'approvisionnement énergétique, pour la possibilité de rationaliser, de séparer ou limiter les ressources énergétiques. Et ça, c'est bien sûr difficile. Et nous avons aussi l'annoncement par rapport à l'armée et le budget militaire. Donc, une augmentation de dépenses, c'est 50 millions des dépenses. Donc, le paquet complet est une thématique qui continue à être sur nos plats, sur nos débats. Donc, dans d'autres secteurs, la seule nouveauté en soi est pousser à nouveau l'industrie du pétrole, du gaz. Et ça, c'est les seules annonces du secteur de forme particulière par rapport aux annonces du président élu. Bien sûr, euh, nous avons encore vraiment de la fragmentation dans les programmes politiques du président élu. Et sur les plans fiscaux, je vois assez de confusion, si je peux être honnête, surtout les différents annonces qui n'ont pas vraiment beaucoup à voir entre eux. Merci beaucoup, José Antonio. Et effectivement, je demande donc à José Ignacio quel type d'évolution on s'attend dans les programmes politiques en considérant les difficultés législatives et fiscales que le président élu va avoir depuis le tout début de son mandat. Bien sûr, on parle en perspective. Le gouvernement va devoir faire face à des défis majeurs, peut-être les plus importants, les plus urgents vont être en matière énergétique parce que bien sûr, avec l'arrivée du phénomène del Niño, on va faire face à des dettes majeures, dettes publiques et dettes agricoles. Et on parle aussi du sujet des subventions, mais aussi les dettes de l'opérateur dans la côte, dans la partie nord du pays. Nous voyons des impacts vers l'arrière dans la chaîne d'approvisionnement, dans la chaîne de production thermique, qui sont tellement relevants quand nous pensons à la production de l'énergie de soutien dans un phénomène de sécheresse. Nous nous avons besoin de cette complémentation thermique. Donc, le président élu va devoir faire face à une situation énergétique complexe et de plus, cela va requérir des interventions urgentes, impératives. Et nous n'avons pas de détails du président élu. On attend que euh, dans cette position si importante énergétique, on s'attend encore à voir qui va être nommé et bien sûr des aspects fiscaux qui ne vont pas être changés d'un jour à l'autre et qui vont engendrer des discussions complexes. En particulier, nous avons essayé de produire des propositions et cela
en considérant la situation nationale, nous avons proposé cela à différentes campagnes. Ce n'était pas une campagne particulière. Et cette liste des propositions veut chercher une meilleure efficacité pour les dépenses publiques. Je prendrai tellement de temps par rapport aux mesures spécifiques parce que nous avons une flexibilité importante. Mais au-delà de la flexibilité, on sent qu'il y a pas mal d'espace pour réduire la dépense publique, pour que ça soit plus efficace et aussi par rapport aux annonces du gouvernement élu apparemment, ils sont en train de marcher envers cette direction aussi, mais nous n'avons aucun détail au moment. Donc, on aimerait bien sûr que ce type de proposition soit utile pour les débats, mais nous ne savons pas tellement bien ce qu'ils veulent faire au moment. Et comme on le mentionnait tout à l'heure, entre les défis, nous trouvons la possibilité de passer une réforme fiscale importante au sein du gouvernement, pas juste au niveau fiscal, et donc le débat traditionnel de la réforme fiscale ou pas, mais pas juste fiscal. On parle du budget, on parle des réductions d'impôts et aussi le sujet de chercher un, un niveau plus haut de flexibilité. Par exemple, euh, flexibiliser les budgets aussi. Et cela passe à travers de la majorité que nous voulons voir dans le Congrès. Donc, ça dépend comment cette relation va se passer au tout début du mandat. Et sans être trop expert dans la matière, nous savons qu'il y a des forces qui entrent en jeu. Et un premier symptôme du gouvernement élu est justement cette fragmentation. Mais face aux propositions les plus importantes, je sens de l'optimisme. Je pense que le gouvernement va pouvoir créer des différences avec du consensus, avec de l'engagement, mais je pense que le gouvernement va avoir l'espace suffisant pour passer et approuver ces réformes. Le problème est où est-ce que le gouvernement va jouer sa carte ou ses cartes en termes de réformes? Parce que bien sûr, ils vont avoir un espace ou un capital politique qui va se déprécier. Donc, il faut vraiment comprendre les deux, trois euh, éléments où le gouvernement va entrer. Donc, nous savons l'énergie, la santé et la réforme de sécurité, la réforme fiscale. Merci beaucoup, José Ignacio. Carolina, peut-être en approfondant un petit peu la thématique de la sécurité. Ce n'est pas le sujet de ce débat, mais en même temps, je pense que cela va avoir pas mal d'impact dans la politique commune, dans l'intérêt du président élu. On a vu la motivation, la volonté d'un pousser les politiques publiques. Comment est-ce que tout cela va entrer en contact, en lien avec une possible réforme de sécurité qui va bien sûr être centrale dans les programmes politiques du gouvernement? Voyons, Ben, je pense qu'en termes de sécurité, il va y avoir un changement, comme le gouvernement l'a annoncé. Nous avons des zones spécifiques comme le Catatumbo ou le Narauca où nous savons que les FARC sont encore présentes. Le gouvernement a essayé de gérer cette situation, mais ils étaient un peu en arrière. Ils ont laissé que cela avance. Mais dans les Cauca ou au sud, nous avons des conflits dans la dissidence avec les FARC, le cartel du Golfo. Donc, nous avons des éléments critiques qui peuvent être observés avec un nouvel positionnement du gouvernement. Donc, bien sûr, ils ont le drapeau en main, mais en termes de ce qui a été congelé, les problèmes sont décongelés. Donc, il va y avoir une de-escalation en termes de sécurité. Ce qui m'inquiète est le problème des conflits sociaux, la conflictivité sociale. Quel rôle va être l'opposition? Va être une opposition dans les rues, dès la mobilisation d'un bloc? Quelle va être la réaction du gouvernement? L'hostilité urbaine, comment est-ce qu'ils vont gérer cela? L'hostilité urbaine peut être une barrière, un obstacle pour le développement. Donc, comment est-ce qu'ils vont gérer le conflit social et cela entre en lien avec le terme de la gouvernabilité que José Ignacio a mentionné. Comment est-ce que le gouvernement va entrer en relation avec le reste des forces politiques?
Et le sujet critique fiscal, qui je pense être un gros élément, on va nécessiter des réformes des bases fiscales et structurelles. Si le gouvernement pense ajuster tout cela à travers un ajustement du, de la dépense, 3 points PIB pour cela faire, moi je pense que ils doivent passer nécessairement à travers du gouvernement, du Congrès. Ils doivent avoir l'appui, le soutien du Congrès. Donc, le développement de l'objectif du gouvernement et de la mission fiscale passe à travers des réformes structurelles. Moi, je suis d'accord avec José Antonio. On a besoin de réformes tributaires tout de suite. Comment est-ce qu'ils vont financer le budget 2027? Le 29 juillet, le lundi, ils doivent créer les plans pour le budget 2027 et le président élu va recevoir cela. Comme on l'a vu déjà, vu l'éradication de la réforme fiscale pour part des- du gouvernement actuel, ils vont présenter à nouveau un budget gonflé avec une différence de 20 millions de pesos. Donc, tout cela est complètement définancé sujet à une loi du financement, ils ne vont pas pouvoir couper la dépense, la dépense publique sans passer à travers le Congrès. Comme José Antonio l'a dit, ces coupures sont 10 000 millions de pesos qui vont être sauvés, épargnés en face d'un déficit des millions euh, par rapport à cela. Donc, ce n'est pas vraiment de l'épargnement non plus. Donc, face à ces scénarios, il est essentiel de penser dans les problématiques structurelles. Les ministres élus désignés a dit qu'il aimerait simplifier le système fiscal, qu'ils ne veulent pas le réforme fiscale, mais il doit y arriver parce qu'on ne peut pas couper les dépenses publiques d'autres réformes. Donc, il veut avoir une réforme fiscale la prochaine année qui soit plus intégrale, qui vise à simplifier, à laisser juste le taux sur la propriété. Bon, simplifier la réforme fiscale et le système tributaire est toujours un bon objectif, mais il faut partir depuis ce qu'on a maintenant. Donc, je vois vraiment de complexité et je ne pense pas que cette année va terminer sans une réforme fiscale. Donc, à nouveau, on fait un lien en matière de sécurité. Sans gouvernabilité, on ne va pas pouvoir appliquer des changements structurels qui sont nécessaires pour cette législation. Merci, Carolina. En considérant les défis, je veux entrer un peu plus dans la thématique de l'inéquité. José Antonio, est-ce que en fait, vous avez lancé une idée en proposant des politiques pour avancer dans, en termes d'inéquité. Et si on revient au défi, est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce qu'il y a des politiques sur lesquelles on peut déjà voter pour avancer dans les termes de l'inéquité ou est-ce que l'inéquité va être un niveau de base jusqu'à on ne sait pas quand? Ou alors est-ce que le gouvernement pense qu'il y a d'autres manières d'avancer par rapport à la thématique de l'inéquité? Eh bien, par rapport à l'augmentation de la dépense publique et sociale, ce n'est pas rentable, ce n'est pas possible de faire beaucoup de choses. Ce qu'ils peuvent faire est le renforcement. Donc, tirer certains bénéfices dans la gestion de la dépense publique. Et en fait, c'est ce que le gouvernement actuel voulait faire. L'idée au début était d'échanger l'IMPECT, Institut national pénitentiaire et carcéral. Cela a été un système assez déficient. Nous avons des secteurs de la société qui ne reçoivent aucun soutien économique de l'État. Donc, l'idée était de créer un programme basé sur les revenus des gens en pensant à différents systèmes d'information par rapport aux revenus afin d'identifier. Mais le gouvernement n'a pas réussi à cela faire et ils sont en train de mentionner cela à nouveau. On aimerait bien le voir. C'est une proposition
actuelle. J'ai été partie de la création de ces idées. On peut donc réorienter les dépenses publiques pour que l'argent arrive au secteur les plus nécessités, même au milieu d'une série de mesures de réduction des dépenses publiques. Cela ne va pas être facile en termes fiscaux, budgétaires. Moi, je suis défenseur, quand je l'étais en 2022, je suis défenseur d'un système tributaire, un système fiscal plus progressif. En 2022, pas mal de bénéfices fiscaux ont été liquidés pour les personnes à haut revenu, mais il y a d'autres niveaux de bénéfices qui sont encore en vigueur, surtout par rapport à la TVA, et tout cela n'a pas été géré dans ces moments-là. Donc, on parle d'un domaine très compliqué en 2021, en 2020, en fait, quand le gouvernement passé a voulu avancer une réforme en éliminant beaucoup de ces bénéfices des personnes à haut revenu. Les ministres désignés de ces moments voulaient éliminer ces bénéfices. Ils disaient que dans le pays, on peut faire quelque chose dans cette direction. C'est complexe, mais s'ils veulent réduire les impôts pour les personnes à haut revenu, pour augmenter l'investissement, ils vont vers la direction contraire. On peut faire quelque chose, mais au moment, je ne pense pas que on peut faire grand-chose en termes de résolution de revenus. Merci beaucoup, José Antonio. Avant de passer la parole, José Ignacio, Carolina, est-ce que vous avez des commentaires à offrir par rapport à cette thématique? Oui, rapidement, pour laisser l'espace à Carolina, la discussion de des inégalités en Colombie euh, ont à voir avec des problématiques structurelles et basiques. Donc, avoir des victoires sur le court terme est difficile, et surtout quand nous avons une inégalité de marché qui a été, qui a été reçue, surtout avec un manque de politique claire. Je pense que une des grosses ressources d'inégalité en Colombie dans le secteur de l'éducation, et la Colombie, en fait, a trouvé des moments, des moments spéciaux, mais je pense qu'il faut commencer en parlant de l'inefficacité des dépenses publiques en termes d'éducation. Maintenant, en termes des systèmes fiscaux, la focalisation, ben, en fait, il y a une manœuvre potentielle d'augmentation incroyable. Nous pensons que les 10% des personnes qui reçoivent des subventions ou de l'aide publique n'ont pas besoin de cela. Et en fait, le système est vraiment régressif en Colombie. Donc, en considérant pas juste les impôts, mais aussi euh, la structuralité du système éducatif et la capacité du gouvernement de réellement réduire les inégalités avec les programmes sociaux, ben, dans toute cette combinaison, on peut penser aux inégalités, et c'est difficile parce que, bien sûr, on revient vers une problématique structurelle. Carolina, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose. Je suis absolument d'accord avec José Ignacio par rapport au fait que nous devons nous concentrer dans l'efficacité des dépenses publiques. Comme José Ignacio l'a dit, les budgets du système d'éducation continuent à augmenter, mais en fait, ce qui augmente, sont les salaires des professeurs, les salaires euh, des tuteurs, mais en soi, il y a eu même une approbation de loi pour augmenter et flexibiliter les dépenses et les virements vers les banques. Donc, à nouveau, nous voyons cela passer à travers des réformes structurelles. Le gouvernement sortant est en train de laisser un programme politique plein de réformes. Donc, ils ont radicalisé une loi d'éducation, donc une réforme sur la loi d'éducation. Ils sont en train d'éradiquer la réforme de la santé. Donc, ils sont en train de sortir, mais en posant sur la table un programme politique avec des réformes pour les gouvernements futurs.
Et aussi, si on parle des conflits, le président Petro a bien déclaré que si les réformes n'ont pas ne vont pas être maintenus, il va devoir recourir à des mobilisations sociales, à des mobilisations dans la rue. Mais en revenant envers l'élément du conflit, je suis d'accord par rapport à l'abordage du gouvernement entrant en augmentant la croissance. La croissance est lente au moment et c'est bien sûr vraiment plus en bas par rapport à notre potentiel. Le gouvernement aspire à arriver à une croissance avec un meilleur pourcentage et ça, c'est fondamental pour toucher aux changements nécessaires afin de lutter contre l'inéquité. La croissance économique n'est pas à une bonne qualité. La croissance est poussée par la consommation et par les dépenses du gouvernement. L'investissement n'est pas là. Ça, c'est un des gros défis que le gouvernement entrant va recevoir. Donc, l'ordre du 22% du PIB, nous sommes maintenant au 18%. Donc, cela a été supéré par les dépenses publiques. Et ça, c'est très évident. Ce que nous voyons est moins d'espace pour le secteur privé, moins d'espace pour l'investissement productif et des dépenses publiques vraiment incroyables. Donc, il va falloir penser à des subventions pour l'investissement, à des aides pour motiver l'investissement, mais aussi l'infrastructure, l'exploitation minière. Si nous avons les ressources nécessaires pour l'industrie du pétrole, l'énergie, on pourrait donc revenir en arrière envers cette croissance. Et je voulais aussi mentionner ces points que José Ignacio a dit, les, la thématique de la santé, de l'énergie. Nous avons des dettes, mais ce n'est pas les dettes de subvention, incroyablement. On parle ici des dettes de l'intervention de l'État, du gouvernement, dans des différents secteurs. Par exemple, en termes énergétiques, l'ARE intervient et tous les passifs arrivent vers les Colombiens. Donc, nous ne savons pas comment parce qu'il s'agit d'une information confidentielle, mais apparemment, c'est 4 millions de pesos de manque qu'on va devoir faire face. En termes de santé, nous sommes au même niveau. Donc, c'est des dettes qui ne sont pas explicites, mais qui sont quand même là, qui existent. Et il faut corriger cela dans la stratégie de renforcement et croissance du nouveau gouvernement. José Antonio, nous avons que 6 minutes qui nous restent. J'aimerais parler un peu du programme politique commercial du gouvernement entrant en considérant le fait que nous avons des relations étroites avec les États-Unis. Nous ne savons pas si cela va impacter l'accès du marché colombien dans le marché des États-Unis. Mais bien sûr, on peut penser aux entreprises au Canada, au marché national et international. Qu'est-ce que vous en pensez? Curieusement, les États-Unis ont annoncé aujourd'hui les taux, les tarifs de la Colombie. On commence bien, donc, en termes des États-Unis. En Canada, avec le Canada, il y a des négociations en cours. On voit des possibles résultats positifs. Les communautés andines vont avoir des impacts intéressants aussi avec le Venezuela, la réduction des des conflits en Équateur aussi. Il y a des sujets positifs que nous pouvons souligner. Maintenant, bien, il va falloir penser au programme politique, politique commercial. Franchement, je n'ai rien vu de la part du gouvernement jusqu'à maintenant par rapport à comment ils vont promouvoir et ils veulent augmenter l'exportation du pétrole. Et cela va prendre pas mal de temps. Et sur le court terme, c'est beaucoup plus important de penser à ce que nous faisons dans d'autres domaines, dans le secteur de la pêche, de l'agriculture, de la manufacture, surtout dans les secteurs qui ne se mentionnent pas trop, qui est l'exportation de services. La Colombie pourrait être une énorme exportatrice des services. On parle des services aux entreprises, entre autres. Donc, on fait une sorte de téléphone à distance en termes de prestation des services. Donc, la Colombie doit penser à cela et cela doit être associé à ce que nous faisons en termes
technologique. Donc, comment nous pouvons penser à la science, à la technologie, à l'investissement. Et cela, bien sûr, c'est le nouveau apex des prestations de services. On les voit absolument de forme globale un peu partout. Et je pourrais continuer, mais je pense que je vais m'arrêter ici. Excellent, 2 minutes encore afin de terminer la réunion. Donc, on touche à la thématique du commerce, des marchés, qu'est-ce qu'ils offrent en termes d'opportunités pour pour les nouveaux gouvernements. Rapidement, je pense que nous avons parlé de pas mal de défis jusqu'à maintenant, mais il faut aussi parler des aspects positifs pour la Colombie dans plusieurs dimensions. Avant tout, dans le contexte extérieur, on a des éléments positifs pour l'Amérique latine et pour les pays. Nous avons un processus de récupération économique au Venezuela. Les opportunités du commerce avec les Colombies sont assez hautes. Donc, je pense qu'il faut aussi tenir en considération cela. Et deuxièmement, je pense il va y avoir pas mal de propositions intéressantes depuis les secteurs agricoles. Le gouvernement va pouvoir accompagner des initiatives depuis les secteurs privés, peut-être des initiatives même très abandonnées, surtout dans les hauts niveaux du pays où nous avons la possibilité d'amplifier le potentiel agricole sans réduire les pôles déjà existants. Cela peut gérer des revenus importants, pas vraiment pour les commerces en tant que tels, mais aussi en termes de éléments du marché dans le secteur agricole pour les marchés total du pays. Troisièmement, l'économie du service, comme vous l'avez mentionné, la Colombie a renforcé et en termes les opportunités de tourisme, entre autres. Et quatrièmement, le sujet des récupérations de l'industrie, peut-être la minerie aussi, l'exploitation minière. Nous savons que ils vont être sujets d'un processus de transition énergétique économique au court terme. Apparemment, les décisions du gouvernement sortant n'ont pas été tellement pragmatiques. Donc, nous voyons pas mal d'opportunités en termes énergétiques, en termes industriels et en termes d'exportation des services, du tourisme. Cela fait que même avec les difficultés fiscale, nous avons pas mal d'opportunités pour la Colombie. Carolina, les effets du changement économique et politique du Venezuela en Colombie. Je suis tout à fait d'accord avec José Ignacio. Il s'agit d'une énorme opportunité pour nous toutes et tous. Je pense que le seul pays qui a euh, des croissances positives, des potentiels positifs de croissance est le Venezuela. Je pense que l'Équateur un peu moins que la Venezuela si on compare l'année passée, mais en tout cas, on s'attend à que le Venezuela va croître en 4% et 8% la prochaine année. Les liens entre la Colombie et le Venezuela sont énormes. Tout le monde est en train de chercher des façons de pouvoir amplifier les marchés, de pouvoir profiter de ces opportunités de liens Colombie-Venezuela. Donc, ce que nous voyons maintenant est qu'à nouveau, nous sommes en train d'amplifier cette frontière et travailler sur ces marchés pour pouvoir atteindre à nouveau le Venezuela. En 2007, nous avons plus de 7 billions de dollars d'exportation vers le Venezuela. Donc, le potentiel est énorme. Nous avons pas mal d'opportunités dans ce sens-là. Il va falloir profiter de cela. Bien sûr, on a besoin de plus de compétences, bien sûr, parce que l'industrie ne va pas pouvoir retourner au rythme antérieur, mais augmenter. Il faut aussi profiter de la proximité du gouvernement actuel avec le gouvernement des États-Unis. Comme il vient de le dire, l'augmentation des tarifs à 12,5% et cela impacte des secteurs spécifiques, intensifs, la main-d'œuvre, entre autres, les secteurs agricoles. Nous avons reçu déjà un coût additionnel par rapport à ces tarifs qui viennent d'être imposés par les États-Unis. Donc, je vois l'opportunité de pouvoir revenir en arrière vers une bonne relation avec les États-Unis, chercher à des façons de pouvoir améliorer les situations gouvernementales et aussi la chaîne du Mexique. Nous voyons que le Mexique, les Colombiens arrivent de plus en plus en Mexique et il faut assumer la
possibilité d'impliquer les autres pays de la région et la Colombie a pu profiter de cela pour renforcer la situation des Amériques latines. Merci beaucoup. Je viens d'entrer pour fermer la conversation. Merci beaucoup à José Ignacio, Carolina, José Antonio, Ben et Ken, bien sûr, pour cet excellent échange. Je crois que les derniers commentaires de Carolina par rapport aux relations entre la Colombie, les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Nord en général et les relations avec le Venezuela. On va tenir en considération tout cela et continuer à créer des programmes et des webinaires sur ce type des croissances potentielles. Et merci à tout le monde pour nous avoir accompagnés aujourd'hui. Nous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester informés de nos prochains événements et de notre programmation. N'oubliez pas que les vidéos en espagnol, en anglais et en français seront disponibles sur ccacanada.com. Merci à nouveau au Stimson Center pour la collaboration. Merci à Ben et bien sûr à tout le monde, à toutes et à tous pour nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Au revoir.